Donc bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on va parler des cuisines collectives et des liens entre transformation et production en agriculture urbaine. Donc avant de rentrer plus dans le détail, quelques petites règles pour que tout se déroule au mieux. Donc pour information, la session Zoom est enregistrée. Donc peut-être pour que ça fonctionne le mieux, si vous pouviez du coup, seuls les intervenants sont invités à garder les vidéos allumées. Vous pourrez, donc les participants, rallumer votre caméra et votre micro si vous souhaitez intervenir après avoir du coup levé la main. Pensez aussi à abaisser votre main lorsque vous avez fini d'intervenir. Et n'hésitez pas tout au long de nos échanges de poser vos questions via le chat et on vous fera intervenir par la suite. Donc peut-être on va se présenter. Je propose que Christine et Julia, vous vous présentiez. Ensuite, je me présenterai. Christine, peut-être? Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Christine Aubry, agronome de formation et directrice scientifique de la chaire agricultures urbaines, voilà, que coordonne Fanny. Pour certains d'entre vous, on se connaît déjà après avoir passé plusieurs séminaires ensemble, mais voilà, pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Hélène, j'ai récupéré le PowerPoint, je l'envoie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Julia Jacquet. Moi aussi, agronome de formation, doctorat en aménagement des territoires, et je coordonne le bureau de recherche et d'expertise Expo sous l'égide d'AgroParisTech Innovation, créé par Christine Aubry en 2015. Je vais terminer le tour de table. Donc Fanny Provence, je suis aussi ingénieure agronome de formation et je coordonne depuis 2018 la chaire agricultures urbaines qui est portée par la Fondation AgroParisTech. Du coup, on vous propose dans un premier temps de faire une petite introduction et une contextualisation pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on se réunit avec vous pour parler des cuisines collectives. Et ensuite, nous donnerons la parole à 5 intervenants pour nous présenter leur projet. Comme je vous le disais, ce type de séminaire s'inscrit dans le cadre du réseau Agriculture urbaine et précarité alimentaire, qui a été créé en début 2018 et qui est porté par la chaire Agricultures urbaines d'AgroParisTech et qui est porté par la Fondation AgroParisTech sous l'égide de la Fondation ParisTech reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va produire dans le cadre de la chaire va être diffusé largement et communiqué. Et donc aujourd'hui, ce réseau regroupe un certain nombre d'acteurs, des ONG, des associations, des bailleurs sociaux, des chercheurs et aussi des collectivités. Et il a été créé en fait au regard de 3 enjeux. Le premier, c'était notamment qu'il y avait un certain nombre de formes d'agriculture urbaine qui se développaient aujourd'hui. Et la plupart d'entre elles se mettaient aujourd'hui sur des marchés de niche avec des produits à haute valeur ajoutée et qui avaient tendance en fait à accroître les inégalités alimentaires en ville. Le second constat, c'était qu'il y avait aussi une forte demande de populations issues des quartiers prioritaires de la ville pour disposer de jardins collectifs en pied d'immeuble, de lieux pour s'exprimer et cultiver. Et enfin, plutôt relatif aux dispositifs d'aide alimentaire, qui en fait ont un certain nombre de limites, et notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la limite de ne pas fournir assez de produits frais à des populations qui en ont finalement grandement besoin. Donc les objectifs du réseau, ils sont divers. Le premier, ça va être de s'informer en fait sur les actions qui vont être menées par les différents acteurs présents. Également de bien se rendre compte des problématiques qui peuvent être rencontrées. Très souvent, les problématiques peuvent être aussi partagées entre différentes structures. Également de réfléchir ensemble à des solutions. Et enfin, monter des projets, des études ou des stages sur des sujets qui sont d'intérêt commun et sur lesquels on aimerait pouvoir trouver des réponses ou des solutions. Donc depuis 2018, on a fait un certain nombre de rencontres, un peu de type groupe de travail sur des thématiques, en donnant la parole aux acteurs. Nous avons aussi fait 2 séminaires, l'un en 2019, plutôt sur le sujet global des agricultures urbaines et précarité alimentaire, quelle perspective, en donnant la parole à des acteurs marquants sur ces sujets-là. Et l'année dernière, donc l'année était compliquée comme vous le savez, mais on a souhaité en fin d'année en savoir plus
sur les impacts de la crise sanitaire sur les différentes structures avec qui nous échangeons régulièrement. Donc, pourquoi ce sujet de cuisine collective? En fait, ça a notamment émergé lors d'un travail que nous avons financé dans le cadre de la chaire et qui est notamment issu des réflexions du réseau, portant sur la transformation des fruits et légumes issus de l'agriculture urbaine et locale par et pour des populations vulnérables. Donc, le par et pour explique vraiment cette notion de participation des publics. Donc, elle a pu étudier dans son travail un certain nombre de projets, dont 3 en particulier, les ateliers cuisine avec des légumes de jardin partagés, des produits locaux, également des cuisines collectives, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et des ateliers chantés d'insertion en transformation. Ce qui est ressorti notamment de cette étude, donc vous pourrez la retrouver, la synthèse et le rapport complet sur le site de la chaire, donc différents degrés d'implication des publics, que ce soit une participation physique dans le système alimentaire, c'est-à-dire soit sur les étapes de production, de transformation, de distribution, mais aussi de consommation. Ça peut être aussi via une participation économique, donc avec cette question de dignité aussi, de pouvoir donner à la hauteur de ses moyens. Et enfin, la participation au fonctionnement plus global de la structure ou du projet de transformation. Ce qui est ressorti également, ce sont un certain nombre de freins au développement des projets. Bien sûr, celle qui ressort régulièrement, c'est les ressources financières. Donc, on a souvent des modèles économiques un peu fragiles qui dépendent beaucoup de subventions qui ne sont pas forcément pérennes. Également, un flou réglementaire pour savoir quel type de transformation, avec quel type d'équipement. Et qui dit telle transformation nécessite d'avoir un accès à des cuisines et des équipements, ce qui n'est pas toujours évident. Et enfin, d'avoir accès à des productions alimentaires de divers ordres. Et donc, c'est notamment ces points-là qui nous ont intéressés et qui ont mis en avant cet intérêt d'approfondir le sujet des cuisines collectives, notamment parce que c'est un modèle par rapport aux 2 autres qui ont été étudiés. C'est un modèle qui contribue plus fortement à l'alimentation des publics et qui est également peu présent en France. Et donc, on souhaitait savoir dans quelle mesure on pourrait retrouver de tels projets en France. Donc là, on vous a mis un certain nombre de définitions pour qu'on ait un peu un langage commun cet après-midi. Donc, il y en a en particulier 3, mais il y en a d'autres. Ce qui ressort notamment de ces définitions, c'est qu'une cuisine collective, c'est en gros une organisation, un petit groupe de personnes qui vont se réunir à fréquence régulière, donc ça peut varier, et qui vont mettre en commun un certain nombre d'équipements, de moyens, de ressources pour cuisiner ensemble et vraiment contribuer à une alimentation durable. Et derrière, il y a une vraie organisation aussi sociale et économique et des liens plus fins qui se créent entre les publics partageant ces espaces. Et donc, un certain nombre de critères, Julia va vous présenter ceux qui ont pu être déclinés lors du projet ingénieur. Oui, du coup, effectivement, les étudiants ils ont essayé d'identifier des critères pouvant en fait décrire la diversité de ces projets. Donc, ils ont réalisé des enquêtes auprès d'une dizaine des projets différents, des cuisines collectives, à partir du Canada, en passant pour l'Europe pour arriver à l'Australie. Et donc, on a pu constater qu'effectivement, l'origine de ces projets et leur organisation pouvaient être ou vraiment des projets impulsés par des habitants qui autogéraient des espaces ou d'autre part plutôt portés par des associations, notamment à vocation d'aide alimentaire, qui organisaient des séances de cuisine et permettant de mettre à disposition des espaces et en produisant des repas. Autre critère différenciant les projets étaient les sources d'approvisionnement. Notamment, ils ont remarqué qu'il y avait quand même dans tous les projets une multiplicité des sources. Donc, il y avait à la fois des dons alimentaires, mais aussi, par exemple, des aliments qui étaient achetés par les participants, voire des invendus, ou aussi des fois un approvisionnement de la part des jardins communautaires, jardins d'immeubles. En ce qui concerne les participants, en fait, une étude, par exemple, sur les cuisines collectives au Québec a montré que 60% de ces cuisines ils sont animées par des groupes de femmes.
qui domine en fait aussi dans les groupes mixtes. Mais il y a également des participants type des réfugiés et des immigrés, notamment pour des projets impulsés par les associations d'aide alimentaire qui met à disposition effectivement des cuisines car souvent ces publics n'ont pas la possibilité chez eux d'avoir une cuisine pour préparer le repas. Voire aussi des publics isolés qui participent à ces projets aussi surtout pour avoir un lieu de rencontre qui permet de développer des liens sociaux. La fréquence aussi, on remarquait qu'il y avait une certaine variabilité, donc une fois par mois jusqu'à plusieurs fois par semaine, et aussi la participation financière. Donc, des fois, il y avait une prise en charge totale des repas par les associations, voire la possibilité, effectivement, les personnes qui ne participeraient pas de donner une contribution volontaire ou prendre en partie en charge partielle les repas. Donc, ces critères différents ont permis aux étudiantes, effectivement, d'identifier un peu une typologie des cuisines collectives. Et ils ont remarqué, voilà, 3 types différents. Donc, des cuisines collectives à vocation alimentaire, par des projets qui effectivement proposaient des créneaux plusieurs fois par semaine et les personnes y participaient vraiment pour un objectif de sécurité alimentaire et de réduire les coûts de leur alimentation. Ou un autre type qui a été défini était les cuisines collectives à vocation sociale, où effectivement était proposé qu'un créneau par semaine et la priorité n'était pas d'ordre voilà, alimentaire, mais plutôt social. Donc, c'était un moyen pour les personnes se rencontrer, cuisiner ensemble, échanger. Et enfin, ils ont identifié un troisième type, donc des cuisines collectives à usage privé individuel. Donc, c'était plutôt des espaces qui étaient loués ou voilà, mise à disposition à des familles, voire à des privés pour qu'ils puissent effectivement préparer leur repas. Et donc, c'était plus un projet adapté à des personnes qui ne disposent pas d'espace chez eux pour cuisiner. Donc, on vous propose effectivement ces 3 typologies. Peut-être on va en retrouver d'autres cet après-midi. Et un autre élément qui l'ont fait ressortir, c'était en fait les difficultés rencontrées par ces projets. On voit bien que les premières 3 éléments, aspects, représentent les 50% des difficultés rencontrées, notamment des difficultés de type financier, donc les financements. Souvent, ils sont des projets qui se basent et reposent sur des subventions. Mais aussi, un autre élément, c'est la bonne entente entre les personnes différentes, donc qui partagent un espace, un projet. Et aussi la présence des locaux qui souvent ils sont inadaptés pour les projets. Mais on voit bien qu'il y a aussi d'autres difficultés qui ont été listées, notamment la pandémie, qui a dû en fait limiter aussi le nombre de personnes sur place, la stabilité du groupe, la difficulté de faire participer des hommes, parce qu'il y a effectivement une prévalence en dominance des femmes, la propreté de la cuisine, ainsi que l'hygiène et la sécurité, et voilà, l'aspect des règles, etc. Et donc, l'objectif de ces séminaires aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre effectivement quelle est un peu cette diversité d'initiatives de cuisine collective qui existent en France, voir quels sont en fait les acquis qu'on a sur ces sujets, quels points sont encore à défricher ensemble, à comprendre effectivement s'il y a des travaux intéressants à mener en commun. Et les questionnements qu'on se pose, qu'on a posés aussi à les intervenants, c'était vraiment comprendre quelles sont les modalités d'implication des publics précaires dans ces projets, quels sont les liens qui existent ou éventuellement envisagés avec des formes d'agriculture urbaine, des formes variées à partir de l'autoproduction jusqu'à la production locale, c'est-à-dire des producteurs locaux en périurbain. Et enfin, comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les contraintes, mais aussi les leviers et les potentialités pour, voilà, pour mettre en commun en fait ces éléments, pouvoir en discuter et voir comment améliorer ensemble la connaissance sur ce type de projet. Donc, comme l'a dit effectivement Fanny, on a invité 5 personnes pour présenter en fait leur projet et pour pouvoir discuter avec eux.
La première intervenante est Margot Corradini, qui présentera le projet Les Cocottes Solidaires. Eh ben, du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je m'appelle Margot. Je suis cofondatrice et coordinatrice de l'association La Cocotte Solidaire. Donc, La Cocotte Solidaire, c'est une association qui est née donc, en 2018 et qui a pour objet avant tout la création de liens de proximité et favoriser la mixité sociale. Et en fait, notre projet a vu le jour en parallèle d'un appel à projet qui nous a fait bénéficier d'un très beau lieu à Nantes qui s'appelle la Cocotte en Verre, d'où la Cocotte Solidaire. Donc, dans ce lieu, et pour réinvestir ce lieu, on a imaginé notre première activité fondatrice, donc une activité de cantine participative. Nous, en fait, l'idée de ce lieu, c'est vraiment en fait de créer un lieu de vie où tout le monde peut participer, que ce soit même quand on vient cuisiner ou en fait sur le temps du repas ou même sur d'autres moments en fait de la journée. Et donc, tout a commencé avec cette envie de créer du lien autour de la préparation et du partage du repas. Et donc, comment fonctionne cette cantine participative? L'idée pour nous, c'est d'avoir des personnes qui viennent cuisiner le matin et d'autres qui viennent simplement déjeuner. Les personnes qui viennent cuisiner arrivent vers 9h30, on leur propose de boire un petit café et puis elles prennent le temps de faire connaissance et ensuite, en gros, on va se mettre à cuisiner un menu unique pour d'autres personnes qui vont arriver donc sur le temps de midi et venir partager ce repas tous ensemble. L'idée, c'est vraiment de s'installer sur des grandes tablées, que ce soit un lieu chaleureux, convivial et en fait, finalement, on puisse se retrouver à table avec quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément croisé ailleurs. Et donc là, vous avez une image un peu du lieu pour vous donner une idée. Et puis, tout est aménagé en fait dans le lieu aussi pour que les gens puissent être assez autonomes, donc avec la vaisselle à proximité. Enfin voilà, c'est un peu schématisé. Du coup, nous, nos horaires d'ouverture hors pandémie, on parlera peut-être de la pandémie plus tard, c'était donc 7 jours d'ouverture, enfin 7 ouvertures de cantine, donc du mardi au dimanche et le jeudi soir. On a toujours été plutôt sur le temps de midi et on a ouvert le jeudi soir sur la saison d'été parce qu'on a pu le faire aussi en fonction des horaires de l'île de Versailles, qui est l'île sur laquelle nous nous trouvons à Nantes, qui est aussi un parc. Du coup, donc, pour les menus, l'élaboration des menus, et je vais surtout parler peut-être un peu de l'approvisionnement et tout ça, vu que c'est le sujet de l'intervention aujourd'hui. Donc, nous, on a toujours voulu au maximum s'approvisionner au maximum de façon responsable et raisonnée, donc avec certains produits en bio, certains produits en priorité locaux, et puis une part aussi d'invendus. Au début, les invendus qu'on récupérait, c'était vraiment de la sensibilisation, donc c'est tous les matins, dans les personnes qui viennent cuisiner, en fait, on a des personnes qui vont chercher un petit panier d'invendus au magasin La Vie Claire à côté. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte, notamment en vue de la pandémie et que ça crée pas mal de contraintes aussi à la réouverture après le premier confinement, en fait, d'augmenter notre part d'invendus pouvait aussi réduire nos coûts de matières premières. Et du coup, aujourd'hui, on essaie de trouver cet équilibre dans l'approvisionnement. On a la chance d'avoir un marché à côté avec des producteurs locaux. Donc, c'est nous qui allons au marché, mais la question de la logistique, elle est toujours très présente. Et il y a certains produits, en fait, qui coûtent encore beaucoup trop cher. Et on en a besoin en trop grosse quantité, en fait, pour pouvoir s'approvisionner de façon locale et bio. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Mais pour comprendre, en fait, nous, donc, à la Cocotte Solidaire, tout le monde peut participer à hauteur de ses moyens. On fonctionne à prix libre, que ce soit pour la cantine participative, mais aussi pour les nombreuses autres activités qu'on propose. Et donc, les personnes qui viennent déjeuner
on leur affiche ce prix d'équilibre en fait que vous voyez là, mais ils sont libres de mettre ce qu'ils veulent, ce qui nous permet en fait d'accueillir des personnes vraiment qui ont tout pouvoir d'achat. On va avoir des personnes qui peuvent mettre 15 €, d'autres 3 €. Et donc là, depuis l'ouverture, ce modèle est validé. On arrive à financer 2 salaires sur les heures de cantine, donc avec un équilibre autour de 30 repas par jour, avec un équilibre à 9 €. Et donc, nous, cette part d'aliments de 4 € que vous voyez là, on l'a volontairement mis assez grande par rapport à d'autres projets et d'autres restaurants sur lesquels on s'était informé, justement pour se laisser la liberté d'aller chercher des produits un peu plus coûteux en étant plus responsable quand on cherche du bio. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est un peu plus basse parce qu'on a du coup augmenté notre part d'invendu. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, pardon. Si vous avez des questions, je vous raconterai un peu plus en détail, mais je vous propose juste, je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne marche pas, tant pis. On a plusieurs vidéos témoignages un peu de nos usagers, et puis ça c'est une vidéo de Maëva, ça va durer une petite minute. Je vous propose de la visionner, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Si, ça marche. Ok, super. Je suis assez attirée par tout ce qui est environnement, social, solidaire, etc. Et du coup, ce projet de cocotte solidaire, il s'inscrit dans mes valeurs. Je suis assez attirée par tout ce qui est environnement, social, solidaire, etc. Et du coup, ce projet de cocotte solidaire, il s'inscrit dans mes valeurs et je trouvais ça super cool. Tout ce côté solidaire, travailler ensemble, rencontrer des gens. Donc, du coup, je suis venue. Du coup, pour moi, c'était une première. Donc, je suis arrivée ce matin, on s'est donné rendez-vous à 10 h. Et on s'est mis à cuisiner. Donc, chacun épluchait un peu des légumes. Certains faisaient la pâte à tarte. Chacun disait ses idées. Si on envie de mettre des épices ou plus ou moins d'épices. Donc, c'était vraiment libre. Puis, on était tous ensemble, on rigolait bien. Puis, on faisait connaissance en même temps. Donc, c'est top. Oui, j'aime beaucoup cuisiner, j'adore ça. En plus, ici, c'est plutôt des produits locaux, des produits bio, donc du coup, c'est vraiment chouette. Et puis, l'idée, c'est que c'est prix accessible et c'est pour tout le monde. Donc, ouais, ça donne envie de revenir, en tout cas. Voilà, Maëva. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions... Alors oui, il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, je les pose un peu dans l'ordre. D'ailleurs, une première question, est-ce que vous avez des liens avec Cantine Solidaire, avec les cantines solidaires? Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que c'est Yann Chapin? Donc Yann, si tu veux éventuellement je ne sais pas si préciser. c'est Cantine Solidaire, si c'est un réseau en particulier. Oui, c'est un réseau. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est un réseau qui est sur plusieurs grandes villes. Je crois que c'est originaire de Lyon à la base. Et c'est des lieux, c'est associatif, mais c'est des lieux où on fait la cuisine en commun. Il y a aussi c'est des restos, quoi, restos associatifs. Il y a aussi ce principe du prix libre. C'est pas les petites cantines? Ah si, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est les petites cantines, je pense. Je me suis trompé. Ouais, c'est les petites cantines. Autant pour moi. Merci Christine d'avoir rectifié. Ah oui, je me posais la question, c'était pas les petites cantines. Alors oui, carrément, on est en lien avec eux parce qu'au tout début du projet, dans le montage de projet, on s'était beaucoup inspiré de ce projet-là. Mais aujourd'hui, on ne fait pas partie de ce réseau. Mais en effet, la partie cantine de la cocotte solidaire fonctionne de façon très similaire aux petites cantines. Ouais. Alors, deuxième question, Margot, qui cuisine? Qui déjeune? Alors, quel est le prix des repas? Vous l'avez déjà dit, 9 €. Je suis désolée, vous entendez peut-être des bruits d'avion parce qu'il y a les répétitions du 14 juillet qui sont juste au-dessus. Très pénible. Bon. Donc, qui cuisine et qui déjeune? Finalement, est-ce qu'il y a une séparation entre ces publics-là? Alors non, tout le monde cuisine et tout le monde déjeune. Comment est-ce que par contre on arrive à recréer de la mixité sociale? C'est avec de nombreux partenariats. En fait, on est en partenariat avec beaucoup de structures associatives, plus ou moins sociales, de l'urgence sociale aussi en fait. Et certaines personnes en fait vont venir une première fois en groupe.
par le biais de ces associations pour la cuisine ou pour le déjeuner. Et l'idée, c'est qu'elles deviennent adhérentes à titre individuel aussi. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de les amener à revenir. Après, donc ça, on va parler, ça va être le public, on va dire, plus fragile, plus précaire. Après, sur les autres types de publics, ça va être très divers. À la base, on était très ancré sur les habitants du quartier, le quartier qu'on voit de façon assez large finalement. Et du coup, on va avoir pas mal de jeunes retraités quand même qui sont disponibles en semaine pour venir faire la cuisine. Le mercredi et le week-end, beaucoup de familles. On a un coin enfant, on a des espaces en fait qui sont faits exprès aussi pour accueillir des familles. Des personnes âgées, parce que c'est aussi la typologie du quartier, même si du coup on en a pratiquement, enfin pas plus du tout, mais beaucoup moins depuis du coup la Covid. Et après, ouais, enfin vraiment, je pense que c'est la force de ce projet-là, c'est vraiment d'avoir toute typologie, tout parcours de vie qui se mélange. Dans la même série, puis après, je passerai la parole au sens du goût. Une troisième question provenant du GET. Est-ce que les personnes ont le choix dans les repas? Et est-ce que les plus précaires sont concernés, ont leur mot à dire sur le repas lui-même, sur la composition du repas? Alors, c'est un menu unique pour tout le monde, entrée, plat, dessert. Après, nous, c'est quelque chose que nous, en fait, on prévoit en équipe avant, équipe aussi qui peut être équipe bénévole, volontaire, salarié, simplement pour des questions de logistique et d'organisation aussi. Après, on est très ouvert aux propositions, donc c'est arrivé de nombreuses fois que des personnes, en fait, viennent proposer leurs propres recettes, et dans ce cas-là, on se met d'accord un petit peu avant pour être sûr d'avoir l'approvisionnement, vu que c'est nous qui fournissons tout l'approvisionnement. Et en ce qui concerne les publics précaires, absolument, en fait, on a des personnes qui vraiment, pour donner l'exemple le plus classique, vont faire un peu la manche le matin et puis passent déjeuner là le midi, mais en fait, on ne fait pas du tout de gratuité. On considère que tout le monde peut donner un petit quelque chose à hauteur de ses moyens. Donc là-dessus, il n'y a pas de discrimination. On a vraiment des personnes qui viennent déjeuner aussi, qui vont donner à peu près le même prix qu'elles mettraient pour un restaurant social, mais elles savent bien qu'ici, ça fonctionne un peu différemment. Donc oui, on a des personnes aussi en très grande précarité qui viennent. Alors, je vais peut-être passer la parole, alors que je ne sais pas qui est derrière le sens du goût. Bonjour, je m'appelle Hervé Hazard, vous m'entendez? Bonjour Hervé, oui, on vous entend. Oui. J'ai une question pour Margot. Mon travail sur la création d'une cuisine commune sur l'île, dans un quartier de l'île. Moi, j'avais une question, c'était sur comment étaient impliqués les usagers dans la gouvernance du projet. Est-ce que c'était simplement porté par les salariés ou est-ce qu'il y a un espace d'implication plus fort que juste les ateliers de cuisine pour les usagers? Parce que c'est une question qu'on se pose dans nos projets. Margot, après il y en aura une petite dernière aussi. Allez-y, répondez. Alors, pour ce qui est de la place des usagers dans la gouvernance, donc nous, il faut savoir qu'on essaye au maximum d'intégrer une gouvernance partagée. Donc, on fonctionne avec ce qu'on appelle, nous, le collectif dirigeant, qui va être un conseil d'administration et un bureau un peu fusionné. Donc là, aujourd'hui, il y a 9 coprésidents de l'association. Et en fait, avec cet organe décisionnel-là, on a décidé de mettre en place aussi des commissions. Commission, ça fait toujours un peu fort, mais des groupes thématiques de discussion, on va dire, où on invite en fait les usagers à s'impliquer. C'est plutôt des grandes thématiques que nous, on va définir en amont. Et c'est aussi en fait des endroits qui peuvent nous permettre d'accueillir des projets d'usagers. Et donc là, aujourd'hui, sur ces thématiques-là, on va typiquement avoir ce qu'on va appeler la grande thématique du développement durable. Et en fait, je parle de cette commission-là aussi parce que c'est cette commission qui a permis en fait la mise en place d'un composteur partagé avec les habitants du quartier, par exemple.
qui a permis de mettre en place un potager. On a une autre commission qui va plus être sur la vie du lieu, donc comment est-ce qu'on peut accueillir des ateliers, des événements, de la culture, des expositions. Et donc là, c'est encore une fois des usagers en fait qui vont faire des propositions et que nous, on est plus là pour être un socle, un cadre pour leur permettre aussi de mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place dans ce lieu. Ouais. Merci. Ouais. Puis donc, une petite dernière. Est-ce que vous pouvez préciser des éléments de modèle économique, notamment quel pourcentage pour équilibrer entre ressources provenant des repas, donc du paiement des repas, hein, et subventions ou mécénat? Alors, quand on a monté le projet, on avait pour ambition d'être totalement autofinancé, ce qui est clairement, on est redescendu rapidement et puis finalement, ça n'avait plus de sens sur la globalité du projet. Aujourd'hui, donc en fait, donc, la partie cantine, elle est totalement autofinancée, ce qui veut dire que on a vraiment 1,7 ETP en fait, qui vont être totalement autofinancés sur les prix libres. Le prix libre du repas, le prix libre des adhésions aussi, parce que tout le monde devient adhérent quand il vient à la cocotte. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Et ensuite, on va avoir au total sur 2,7 ETP, on en a 2 qui sont autofinancés parce que le 0,3 va venir, même presque aujourd'hui 0,5 en plus, va venir d'autres types de prestations, d'événementiels, de mise à disposition. Et du coup, ce qui reste pour l'instant, c'est subventionné. Mais c'est encore une envie de notre part. Aujourd'hui, on demande un agrément de la CAF, espace de vie sociale, pour justement assurer qu'il y ait des temps de permanence sur le lieu avec des activités où on n'ait pas besoin en fait d'avoir d'activité économique derrière. Voilà. D'accord. Enfin, de modèle économique derrière, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Merci. Ben, je crois que je vais repasser la parole à Fanny. N'hésitez pas hein, toujours à mettre vos remarques et puis on pourra bien sûr revenir à la fin sur des questions qui n'auraient pas été traitées. Merci beaucoup, Margot. De rien. Merci Margot, c'était très clair et super. Du coup, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Alors, je vais partager mon écran. Alors, affichage plein écran. Donc, je vais donner la parole du coup à Dialika Diakité pour le palais en partage. Est-ce que Dialika, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça marche bien. Super. Bonjour. Du coup, voilà, je vous laisse nous présenter votre projet. Puis, n'hésitez pas toujours à poser vos questions via le chat ou à lever la main pour prendre la parole après la présentation. Donc, Dialika Diakité, coordinatrice du dispositif de cuisine partagée au Palais de la Femme, accompagnée de Camille Fournier, qui est stagiaire jusqu'à début novembre. Voilà. Donc, rapidement, donc, le Palais de la Femme est un centre d'hébergement qui est situé dans le 11e arrondissement de Paris et qui relève de la fondation de l'Armée du Salut. Donc, au sein de cet établissement, il y a une cuisine collective donc, qui est à destination des résidents de l'établissement, donc plus particulièrement d'un service de CHS Famille qui accueille 150 mamans et environ 70 enfants qui se partagent le lieu pour préparer leur repas. Donc, cette cuisine est venue remplacer le service de self qui existait auparavant au Palais de la Femme. Et cette cuisine, depuis fin 2019, début 2020, a été ouverte également à des familles qui vivent dans des hôtels sociaux de l'arrondissement pour pallier l'absence de cuisine dans leurs hôtels. Donc, ce projet a été co-construit avec le SAMU social de Paris qui héberge ces familles, le Palais de la Femme qui accueille les familles et bien sûr les familles à l'hôtel qui ont été impliquées dans l'élaboration du dispositif dès le départ. Donc, différentes enquêtes et des réunions regroupant des représentantes des familles à l'hôtel ont permis d'identifier précisément leurs besoins et leurs attentes en termes de cuisine et de lieux de préparation de repas. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation qui a lieu dans le 11e arrondissement
qui tend à améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent à l'hôtel. Donc, la mairie d'arrondissement, le SAMU social de Paris et les différents acteurs du territoire sont impliqués. Et pourquoi le 11e arrondissement? Parce que c'est le deuxième territoire, enfin, le deuxième arrondissement parisien après le 18e arrondissement, dont pourra nous parler Hélène Tavera tout à l'heure, qui regroupe le plus d'hôtels sociaux. Voilà. Et pourquoi l'alimentation? Parce qu'à l'hôtel, c'est 9 familles sur 10 qui sont concernées par l'insécurité alimentaire. Donc, le dispositif, très rapidement, de cuisine partagée au Palais de la Femme, il consiste en, premièrement, une cuisine fixe au Palais de la Femme qui permet aux familles de venir préparer leur repas parce qu'elles ne peuvent pas le faire dans leurs hôtels. Donc, c'est des hôtels qui sont justement les réunions de co-construction avec les familles ont permis d'identifier la première limite qui est la distance géographique. Donc, les familles nous ont expliqué qu'au-delà de 10-15 minutes à pied, pour elles, même si c'est une nécessité, c'est compliqué d'envisager de se déplacer plus loin. Donc, on a ciblé les hôtels qui sont dans un rayon de 10-15 minutes à pied du Palais de la Femme, qui sont inscrits dans cette première phase du dispositif. Donc, elles viennent toutes les semaines préparer leur repas. Elles cuisinent en grande quantité, elles les emportent à leur hôtel où elles peuvent les réchauffer au micro-ondes. Pour la rentrée 2021, on prévoit également une cuisine mobile. Donc, c'est un camion cuisine qui ressemble un peu à la photo que vous avez sur votre à droite. Un camion qui sera aménagé en cuisine et qui permettra aux familles les plus éloignées du Palais de la Femme de bénéficier d'un espace de préparation. Et enfin, on aura bientôt, on espère fin 2021, après la finalisation des travaux, etc., un autre lieu qui se situe toujours dans le 11e arrondissement, mais à la limite du 20e arrondissement de Paris, et qui permettra, donc ce lieu-là sera un lieu partagé, et cette recherche de local est à l'initiative des habitants de quartier qui recherchaient un lieu où préparer leur repas pour les personnes qui n'ont pas forcément l'espace dans leur appartement, ou pour les événements comme les fêtes, les mariages, et que les habitants ont besoin d'un lieu plus grand où préparer leur repas. Donc, ce lieu sera partagé avec les habitants du quartier en lien avec les habitants de cette zone-là de l'arrondissement, avec les familles à l'hôtel également. Et enfin, avec les différentes associations du territoire qui suivent des familles de cette zone de l'arrondissement, et où ils pourront éventuellement mettre en place des activités culinaires, des actions de sensibilisation, etc. Donc, sur le fonctionnement de notre cuisine, donc l'accès, donc pour informer les familles, on se rend dans les hôtels pour leur présenter le projet. On récupère ensuite les informations des personnes qui sont intéressées et qui veulent adhérer au dispositif, parce que voilà, c'est une solution, mais qui ne conviendra jamais à 100% des personnes. Donc, c'est la première accroche en fait, et c'est le principal moyen c'est notre principal moyen en tout cas de capter des personnes. Après, on est en lien aussi avec les partenaires, avec les acteurs de l'aide alimentaire aussi, pour permettre de créer d'autres voies d'orientation. L'accès à la cuisine se fait sur inscription, sachant que la cuisine est dans un centre d'hébergement, donc on ne peut pas circuler dans un centre d'hébergement à sa guise, donc c'est un peu c'est réglementé, c'est cadré. Il y a un suivi aussi qui se fait au niveau de la participation, parce qu'on demande quand même un minimum d'assiduité en fait au créneau de cuisine. Donc, on a 3 créneaux d'ouverture par cuisine sur des créneaux de 3 heures. Donc, les personnes choisissent le créneau qui leur convient le mieux. Et en principe, sur 3 heures, elles cuisinent en grande quantité. Elles conservent au frigo leur repas. Dans leurs hôtels, dans le meilleur des cas. Pour les hôtels dans lesquels il n'y a pas du tout de frigo, on prévoit d'installer des équipements dans les hôtels. Et en attendant cette installation, puisqu'on a pas mal été retardé par la crise sanitaire, on propose des casiers réfrigérés au Palais de la Femme. Sachant qu'ils ne sont pas très loin, ils peuvent garder une partie de leur repas sur place et passer les récupérer plus tard. Et tout le matériel de préparation et de transport est fourni. Pour tout ce qui relève des denrées alimentaires, donc on demande aux personnes en principe de les apporter. Mais on s'est vite rendu compte que tout le monde n'avait pas la possibilité et les ressources suffisantes pour faire des courses. Donc forcément, il y a des solutions de mise à disposition de denrées alimentaires qui ont été réfléchies. Donc la réponse n'est pas unique, mais c'est des partenariats de récupération de denrées alimentaires, par exemple, d'achat qu'on a pu
réalisées. Donc, il y a des courses mensuelles qui sont organisées par les bénéficiaires et réalisées par elles-mêmes aussi, donc qui établissent la liste des denrées à acheter, réparties sur les différents créneaux, etc., etc. Donc, pour les enjeux de fidélisation qui finalement restent quand même importants, donc il y a le fait de mettre un espace à disposition, ça c'est une évidence, mais on s'est vite rendu compte que le fait de mettre à disposition une cuisine ne suffisait pas à fidéliser forcément les personnes et à leur permettre de venir régulièrement. Donc il y a différents, là ça fait un an et demi qu'on est ouvert. Après, on a dû fermer plusieurs mois pendant la période de Covid, donc pendant la période le premier confinement du mois de mars. Pour les confinements suivants, bon, on a essayé de s'adapter, mais on est resté ouvert. Et donc l'accueil, parmi les retours qu'on a eu des bénéficiaires, il s'avère que l'accueil est un enjeu clé de fidélisation. Donc, on a par exemple le témoignage d'une de nos bénéficiaires qui nous disait que la manière dont je suis accueillie me plaît beaucoup. Même si je n'ai pas le courage de venir, l'accueil que je vais recevoir me pousse à venir. Donc, on a sur place une équipe de bénévoles qui accueille systématiquement les bénéficiaires. Par créneau, ce sont en principe toutes les semaines les mêmes bénéficiaires qui rencontrent les mêmes bénévoles. Donc, il y a du lien qui se crée au fur et à mesure. Elle s'occupe des enfants en bas âge de l'autre côté de la cuisine. Donc, on a un espace de préparation, un espace de restauration, un petit espace enfant dans l'espace de restauration. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les familles. Il y a également le fait de pouvoir être impliqué dans le dispositif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été impliquées dans les réunions de réflexion dès le départ, mais également au fur et à mesure par exemple, quand on a eu une somme pour faire les courses tous les mois de manière mensuelle, donc il y a eu des réunions de réflexion, comment utiliser cet argent, quelles sont les priorités, comment on s'organise, qui achète, etc. Donc au fur et à mesure, elles sont quand même consultées sur les idées de développement et de modification éventuellement du fonctionnement. Et certaines sont aussi impliquées dans des missions de bénévolat, parfois sur des distributions alimentaires, d'autres sur l'accueil de nouvelles personnes, d'autres sur la mobilisation dans les hôtels, etc. Et autre chose, c'est l'approche multidimensionnelle qui permet aussi au-delà de l'alimentation, en fait, qui est un besoin évident et qu'on ne peut pas nier, donc le fait de toucher également à autre chose une fois qu'on a stabilisé le volet alimentaire, c'est quelque chose qui les fait venir et surtout revenir. Donc juste rapidement, sans rentrer forcément dans les détails, je vous présente les différents volets qu'on a pu toucher. Donc, bien sûr, l'alimentation par la mise à disposition d'une cuisine, de denrées alimentaires, des distributions alimentaires et des orientations vers des distributions alimentaires. Également, des ateliers culinaires qui sont très importants dans ce genre de lieu, à la fois pour la création de liens sociaux. Comme nous le disait une de nos bénéficiaires, ça lui permet de rencontrer de nouvelles personnes, de parler avec des personnes, ce qu'elle ne peut pas toujours faire à l'hôtel, parce que la vie à l'hôtel, c'est souvent synonyme d'isolement. Et d'autres ateliers aussi qui ont plus une vocation de sensibilisation à une consommation éco-responsable, donc des ateliers issus de récupération d'invendus alimentaires, des ateliers type do it yourself, etc. Donc que ce soit alimentation ou produits plutôt cosmétiques ou d'entretien, ça touche un peu tous ces volets-là. Ensuite, on a aussi un volet loisirs où là, on va les inviter également aux activités qui sont mises en place au Palais de la Femme. On va les orienter vers les centres sociaux du quartier. Ça leur permet aussi un ancrage territorial et de découvrir d'autres structures qu'elles ne connaissent pas forcément. Du soutien administratif, de l'orientation vers des permanences médicales qui sont gratuites et un soutien à la parentalité, sachant que la majorité de nos bénéficiaires, qui sont pour la majorité des femmes, ont des enfants. Et on a réussi à capter quelques hommes, donc on a 3 hommes au total sur les 70 bénéficiaires qu'on a vu passer depuis le début. Pour les freins, bon, après les difficultés, elles sont communes, hein, donc
Il n'y a rien de bien nouveau chez nous. Donc, pour l'information, c'est quelque chose qu'on a anticipé parce que pour capter des familles qui vivent à l'hôtel, c'est plutôt compliqué. Même passer par les travailleurs sociaux, parfois c'est compliqué parce que le suivi social est un peu éclaté. Donc, là, la solution que personnellement nous avons trouvée, c'est de nous rendre dans les hôtels. La fidélisation du public, on en a déjà parlé, c'est un accueil individualisé, si on peut dire, et un service qui est un peu multidimensionnel. Donc, il y a eu du matériel qui est mis à disposition, le matériel de transport qui est également mis à disposition, et enfin, l'accès à des denrées alimentaires, qui est plutôt difficile pour certaines personnes qui ne peuvent pas venir régulièrement parce qu'elles n'ont pas forcément accès. Elles n'ont pas forcément les ressources leur permettant d'accéder à des denrées alimentaires qu'elles peuvent préparer. Donc là, on a essayé c'est principalement, nous, de l'invendu alimentaire. Donc, il y a des petites livraisons et parfois, on nous livre un grand camion qui nous permet de faire une distribution alimentaire. On a eu pendant quelques temps un partenariat entre l'Armée du Salut et la région qui a acheté des denrées alimentaires à des agriculteurs qui nous ont permis d'avoir une distribution alimentaire régulière, des produits frais et bio, etc. Mais bon, c'est des partenariats qu'on a du mal à pérenniser, en fait, tout simplement. Parce que ce dispositif est développé par un appel à projet et les appels à projet financent rarement l'achat de denrées alimentaires. Donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé par le sujet de ce séminaire et voir les solutions que d'autres ont pu trouver sur ce volet-là. Voilà pour ça. Et avec les quelques minutes qui nous restent, vous me direz quand on arrête, mais il y a une petite vidéo, pareil, un petit témoignage de nos bénéficiaires qui permettra de voir en image le vécu de nos bénéficiaires. Merci pour votre présentation. Je partage. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat, alors je vais en profiter, moi, pour en poser. Oui, merci encore, Dialika, pour cet exposé. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était finalement les personnes, notamment les femmes qui arrivent, finalement, elles apprennent à travers ce dispositif à aussi utiliser des dispositifs de cuisine quasi professionnels. Est-ce que du coup, vous pourriez penser aller jusqu'à valoriser ces nouvelles compétences qu'elles vont acquérir, parce que tout le monde ne sait pas se servir de ces... Voilà, c'est pas comme d'avoir une casserole sur une plaque électrique. Donc, est-ce que ça peut aussi faire partie des retombées, c'est-à-dire finalement la professionnalisation quelque part des personnes qui ont... Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui commence à émerger, notamment via les partenariats. Donc, on a des intervenants qui proposent des ateliers culinaires et qui ont également en parallèle un service traiteur. Donc, on a quelques-unes de nos bénéficiaires qui sont impliqués dans ce service traiteur et qui viennent en soutien. Et là, c'est une action finalement qui est professionnalisante. On ne prévoit pas, pour le moment en tout cas, de mettre en place des formations professionnalisantes, nous, en tant que Palais de la Femme. Mais ce qu'on fait pour le moment, c'est de faire accrocher les bénéficiaires à une activité déjà existante par un partenaire et des personnes qui ont cette activité professionnelle pour permettre de valoriser cette expérience et pourquoi pas la réutiliser dans le cadre de leur démarche ensuite professionnelle si elles souhaitent s'orienter dans ce secteur-là. D'accord. Et puis alors j'en avais une seconde qui portait, alors bon, nous on est dans le domaine agricole, alors j'ai été particulièrement intéressée par ce que vous disiez concernant l'achat des agriculteurs pendant un petit moment là. Alors c'est vrai que vous avez pointé le fait que c'était pas pérenne parce que c'est des appels à projets qui durent pas longtemps, etc. Et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse remonter, on va en reparler peut-être tout à l'heure aussi avec François Mauvet. C'est vraiment des dispositifs qu'il faudra arriver à pérenniser. C'est-à-dire des formes de liens comme ça. Alors, il y a des endroits, peut-être que Huguette, tu prendras la parole peut-être tout à l'heure si tu veux, où on commence à avoir des liens comme ça, un peu construits, un peu pérennes
entre des populations précaires et des agriculteurs, mais c'est encore extrêmement rare. Mais pour nous, ça nous intéresse effectivement beaucoup, que ces agriculteurs soient dans la ville ou pas dans la ville. Et alors, du coup, j'avais une troisième question, mais après je me tairai pour laisser peut-être la place aux autres s'ils veulent, qui est l'autoproduction là-dedans. C'est-à-dire que, bon, dans le 11e arrondissement, il n'y a pas beaucoup de terres disponibles, on est bien d'accord, hein, mais il peut y avoir des endroits où, en tout cas, on pourrait réfléchir à ce qu'une partie de cette production alimentaire soit faite par les personnes elles-mêmes. Donc, ce qu'on essaye aussi de défendre, c'est l'idée d'un lien entre finalement des jardins collectifs et cet approvisionnement alimentaire, en sachant très bien que ce n'est pas 100% de l'approvisionnement. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi ou... Pour le moment, ce n'est pas des choses qu'on a forcément envisagées, sachant que c'est un dispositif encore très jeune et qui a été pas mal entravé par le Covid. Hein. Exactement, voilà. Donc là, l'idée, c'est déjà de finaliser et de stabiliser les trois phases de ce dispositif. Et après, pourquoi pas aller expérimenter ce territoire-là, mais qui finalement est à développer. Parce que la question de l'approvisionnement et de l'accès aux denrées alimentaires, forcément, se pose dans ce genre de dispositif. Et plus tôt on s'en charge par nous-mêmes, et mieux ce sera, je pense. Et peut-être une autre pour compléter vos remarques, l'autoproduction, c'est une très bonne idée, hein, à mon sens, mais également peut-être multiplier les partenariats entre les différents acteurs. Donc c'est vrai que nous, de notre côté, on n'est pas souvent en lien avec des producteurs, par exemple. On est facilement en lien avec les acteurs de la récupération d'un rendu alimentaire qui nous les apportent, mais très rarement en lien avec les lieux de production, lieux de production, etc. Donc ça aussi, c'est peut-être un chantier sur lequel travailler. Ok, alors je regarde, il n'y a pas de demande dans le chat. Par contre, Fanny, c'est toi qui as levé la main? Oui, c'était une mini-question et après on passera à une autre présentation. C'était vraiment, en termes pratiques, combien de personnes peuvent cuisiner en même temps dans l'espace Alors, on a, nous, une vingtaine de postes de préparation disponibles dans l'espace. Au vu de la situation sanitaire, on évite quand même d'être en pleine capacité. Donc, en général, on part sur une dizaine de personnes maximum, sachant que ce lieu est également le lieu de préparation des résidentes de l'établissement. Les résidentes de l'établissement, elles s'organisent comme elles veulent pour préparer. Donc, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'elles seront là ou pas. Donc, nous, sur notre dispositif qui accueille des personnes extérieures, on ne peut pas non plus s'étaler sur tout l'espace. Donc, on part sur une dizaine de personnes en simultané, sachant qu'il y a des bénévoles sur place, souvent les enfants, et les bénévoles travaillent en binôme, mais c'est vrai qu'au-delà de 10 bénéficiaires en simultané, après, au-delà, ça commence à devenir compliqué. Merci beaucoup. Ah oui, sur quelle surface? Est-ce que les résidentes et les personnes hébergées ont créé des liens via ce dispositif? Oui, tout à fait. Donc, les résidentes, les bénéficiaires entre elles ont pu créer des liens parce que on a des personnes, on cible une dizaine d'hôtels dans le 11e, 12e arrondissement. Et ces personnes-là ont pu faire connaissance. Parfois, des voisines du même hôtel ne se connaissaient absolument pas. Elles vivaient dans le même hôtel depuis des mois, des années, sans le savoir. Elles ont pu faire connaissance à la cuisine partagée. Et les résidentes et les bénéficiaires de l'extérieur aussi, parce qu'elles se rencontrent finalement dans la cuisine, elles se croisent sur les ateliers culinaires, etc. Ça a permis aussi de créer des liens. Et sur quelle surface s'étale la cuisine? Alors, du coup, l'espace de restauration et l'espace de préparation, au total, c'est 220 mètres carrés. Donc, restauration et préparation. Hein, c'est ça. D'accord. OK. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que Fanny reprend la main. Oui. Alors, je vais donner du coup, merci Dialika pour votre présentation très riche. Je vais proposer du coup à François Mauvet et Sophie Lochet de présenter aussi leur projet, les cantines responsables. Eh bien, alors on va vous présenter à deux voix avec Sophie le projet pour lequel on a été sélectionné par la DRIL, la Direction régionale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France, il y a un petit mois. Le projet est en cours
de formalisation, puisqu'on en parlera juste après, les cantines sont en train de s'arrêter pour cause de vacances scolaires. Mais on va vous présenter tel quel, le projet tel qu'on l'avait soumis il y a 6 mois, début janvier, à la DRIL. Alors, il s'agit de mobiliser les cantines, les services publics de restauration en Île-de-France pour les plus précaires. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder de quelle façon on a monté le projet entre l'Agence nouvelle des solidarités actives et Cantine responsable. Alors, en 2 mots, Cantine responsable, c'est une association, comme son nom l'indique, qui souhaite gérer de façon optimale le service public de restauration collective, quels que soient les acteurs, gestion directe et concédée, l'ensemble de la chaîne alimentaire, avec 3 priorités qui sont l'éducation alimentaire, on en parle tous, la formation des acteurs de la restauration et les approvisionnements vertueux qui embarquent les approvisionnements de qualité, locaux, etc. Et les modes d'action de Cantine responsable, c'est l'assistance et les conseils auprès d'acteurs de la restauration, qu'ils soient publics ou privés, avec deux grands vecteurs, défis et controverses, qui sont des manifestations régionales qui se sont transformées beaucoup en distanciel, en webinaire depuis évidemment la crise Covid de l'année dernière, et puis le magazine Notre Cuisine, qui est le vecteur, j'allais dire papier, de la restauration collective, qui est le magazine, un des rares magazines de la restauration collective responsable. Je laisse Sophie présenter l'Agence nouvelle des solidarités actives. Merci François. Son petit nom c'est l'ANSA. C'est une association donc, qui est reconnue d'intérêt général. Notre mission c'est vraiment la lutte contre la précarité et pour l'inclusion. Donc on poursuit plusieurs objectifs. On n'est pas que sur la thématique alimentaire, on travaille aussi sur l'hébergement, sur l'insertion professionnelle, sur le handicap. Donc on est sur différents secteurs. Par contre, on est toujours un peu en accompagnement de projets, soit de projets innovants plutôt dans le côté idéation, soit gestion de projet, soit de l'évaluation. Donc on fait plutôt un travail d'ingénierie sociale et on a toujours une forte implication dans le fait de mobiliser les personnes concernées et de beaucoup mutualiser les pratiques. Sur la question alimentaire, on travaille depuis 2014 sur ces questions-là. D'abord, on est rentré par la mutualisation logistique dans le département du Gers, donc comment mettre en commun les approvisionnements. Et puis, assez vite aussi, on a relié avec la question de l'hébergement à l'hôtel. Donc, j'ai trouvé vraiment passionnant la présentation du Palais de la Femme avec la question comment faire pour que justement ces 9 personnes sur 10 qui sont en situation d'insécurité alimentaire puissent avoir accès à une meilleure alimentation. Et à partir de ces petits projets-là, finalement, on a tiré le fil et on s'est intéressé particulièrement à la coordination de l'aide alimentaire au niveau local à travers un projet qui s'appelle Alimactive et donc qui nous a fait entrevoir plutôt des questions en lien avec l'aide alimentaire. On peut peut-être passer à la slide suivante. Et nos constats, donc, qui partaient d'un diagnostic qu'on a fait en petite couronne en Île-de-France, c'était que le système aujourd'hui, ce n'est pas les constats de l'ANSA, hein, c'est des constats qui sont partagés par pas mal de personnes, notamment, et puis il y a le rapport IGAS, il y a les états généraux de l'alimentation, mais c'est que le système d'aide alimentaire aujourd'hui, il est beaucoup poussé en fait par les excédents du système agroalimentaire. Et puis aussi, il y a une forme de cogestion un peu entre l'État et les têtes de réseau associatives pour les produits de base autour des produits européens, mais que finalement, c'est un système qui est géré avec peu de ressources, essentiellement des ressources bénévoles, beaucoup de ressources imprévisibles. Là, vous en parlez bien, je trouve, on récupère des invendus, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Une forme de casse-tête logistique quand même qui prend beaucoup de place, même s'il y a des structures qui se sont beaucoup professionnalisées avec des circuits logistiques, etc. Et aussi un constat que sur les territoires, il n'y avait pas forcément de lien très fort entre les différentes structures d'aide alimentaire et le secteur social. Parce que finalement, c'était une question qui était un peu laissée au privé pendant pas mal de temps.
Voilà. Alors, d'un autre côté, le constat qu'on fait côté restauration collective, c'est que les services sont très professionnels. Ils proposent tous les jours des repas équilibrés et sécurisés sur le plan sanitaire. Ils maîtrisent la technique des process, la traçabilité, la maîtrise sanitaire, qui n'est pas simple quand même en restauration, qui optimise les coûts, qui maîtrise la logistique de la distribution derrière, que ces mêmes services abritent des emplois qui sont en majorité féminins, mal rémunérés, avec des conditions de travail un peu précaires, elles-mêmes précaires. Et puis que les services de restauration, et on le voit bien là depuis 10 jours, ne fonctionnent que 60% du temps à plein régime, et que 5 à 10% de repas supplémentaires pourraient être fabriqués à un coût marginal, et que la production supplémentaire des repas permettrait une rémunération complémentaire pour amortir les investissements et servir les plus précaires. Et fort de ces enseignements, on s'est dit, pourquoi pas relier notre approche couplée de lutte contre la précarité sur des territoires un peu concentrés, cernés, et puis de regarder quels sont les services de restauration qui pourraient être mobilisés sur ces mêmes territoires pour relier les uns aux autres. Diapo suivante. Voilà. Est-ce que je peux juste compléter, François, sur ça, oui, sur la partie d'avant, juste l'idée, du coup, c'est vraiment d'expérimenter dans 4, enfin voilà, c'est de définir 4 villes où il y aurait, parce que c'est peut-être difficile à se représenter, l'idée du projet, c'est d'aller dans 4 villes où il y a des cantines centrales et d'aller explorer en fait ce qui est possible de faire, donc déjà avec des cantines qui ont envie de s'y mettre ou qui l'ont déjà fait. On sait qu'il y a eu plein d'initiatives aussi pendant le Covid, mais l'idée, ce serait de produire des repas supplémentaires et d'identifier en fait un circuit de distribution, soit dans un secteur hébergement, soit dans un secteur aide alimentaire, mais de pouvoir du coup distribuer des repas supplémentaires et un peu sécuriser une filière d'approvisionnement pour des personnes en situation de précarité. Voilà, donc l'idée, ce serait d'aller étudier 4 territoires de près. Voilà. Et donc expérimenter en évaluant surtout le coût complet de chaque démarche selon les organisations qu'on va croiser, des organisations techniques différentes, des cuisines centrales, des cuisines sur place, des liaisons chaudes, des liaisons froides, des distributions sur site et à domicile ou dans la rue, Sophie vient d'en parler, des approches différentes en matière de gouvernance, en matière d'implication des institutions publiques du territoire, place de l'État, des collectivités, et la coordination et la mise en synergie des associations d'aide alimentaire sur ces mêmes territoires. Enfin, comparer l'ensemble des coûts directs et indirects de ces expérimentations avec les coûts complets que représente l'aide alimentaire sur ces territoires et éventuellement prouver ce qu'elle peut être aussi performante, voire peut-être plus efficiente. Vas-y, Sophie. Ce qu'on va produire en fait dans le cadre de ce projet, c'est un référentiel, c'est un peu un grand mot, mais c'est une synthèse pour essayer de distinguer en fait qu'est-ce qui fait que ça peut marcher ou au contraire être rendu difficile, le fait de justement produire ces repas supplémentaires et les distribuer pour voir si c'est un système qui peut être essaimé dans d'autres collectivités. Et du coup, faire une boîte à outils pour pouvoir reproduire au service de collectivités, CCAS, services de l'État ou associations. Et redonner ses lettres de noblesse, c'est François Mauvais qui a écrit ça, au service public de restauration collective sociale. Mais l'idée, c'est de pouvoir se réapproprier donc, cette expérimentation qui aura lieu dans 4 lieux d'Île-de-France, potentiellement dans d'autres lieux sur le territoire français. Voilà. Et donc, appel à témoignage national auprès des associations et des services de restauration collective ayant mené depuis le début de la crise des opérations de ce type. Donc, on va le diffuser vraiment dans les 10 jours qui viennent. On va pratiquer des entretiens exploratoires avec les acteurs et les collectivités d'Île-de-France pour l'expérimentation et on choisira les 4 territoires d'expérimentation à l'automne. Et donc, aidez-nous à le diffuser et on est à votre disposition, évidemment, Sophie et moi, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, François et Sophie. Alors, je regarde dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je regarde là-haut, mais moi, j'ai aussi des questions. Moi, je ne vais pas non plus passer. Alors, vas-y. oui, non,
donc, il s'agit bien de personnel et de matériel professionnel, des cantines, voilà, qui sont donc utilisés, on va dire, comme tu le disais un petit peu, finalement, en plus de leur utilisation actuelle. Hein. C'est même plus que ça, c'est faire produire les repas que les cuisines centrales produisent de façon supplémentaire, c'est-à-dire de majorer le nombre de repas qu'ils vont préparer chaque jour. D'accord, d'accord. Ok. Et alors, du coup, ça veut dire que là, il n'y a pas de participation directe des personnes concernées, mais ce sont vraiment les professionnels qui font les professionnels de la cuisine, hein, qui font le. D'accord. Mais ça n'empêche pas à terme un lien entre les bénéficiaires et les équipes. Tout à fait. Oui. Ok. Alors là, j'ai une question, c'est Laurence Perrin. Juste que j'arrive pas à trouver là où il faut lever la main. Bon, c'est pas rien. Cause. Cause. Laurence Perrin, référente nutrition à l'ARS de France. Bonjour à tous, merci pour cette super présentation. Je me posais la question, là, vous avez terminé en disant on cherche des territoires. Les territoires d'Alimactive qui ont déjà bien travaillé sur la coordination sur la précarité alimentaire, sans parler de ceux qui étaient candidats et puis ils étaient tellement bons qu'on est allé voir ailleurs. Est-ce que ces gens-là ces territoires-là seraient intéressants pour justement renforcer encore plus comme on est déjà sur des territoires qui sont déjà quand même assez engagés, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser? Oui, on espère que ça peut les intéresser. Après, nous, il y en a 8, hein, donc on participe à l'expérimentation Alimactive. Là, il y aurait potentiellement 4 territoires. Et puis, on a un gros défi qui va être par rapport à la localisation des cantines. Et donc, voilà, faut qu'on trouve à faire le lien. On a déjà pas mal de pistes, en fait, ou d'options. Mais oui, on espère qu'il y aura au moins 1 ou 2 territoires peut-être d'Alimactive qui sera intéressé. D'accord. Et une autre question, j'ai trouvé, François, que tu étais très optimiste sur le fait que les repas étaient équilibrés de facto. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être aussi travaillé par rapport à justement le côté approche gustative et qualitative des repas en même temps que cette approche de production? Bien sûr, puisque de toute façon, ces cuisines centrales rentrent dans la démarche liée à la loi Egalim. Et donc, c'est là où on va parler approvisionnement vertueux, locaux, amélioration de la qualité globale des repas. Et donc, il n'y a pas de raison que les cuisines centrales qui vont être mobilisées, les 4, peut-être même plus, entrent dans ce dispositif-là. Et donc, a priori, on est sur une pente ascendante en matière d'amélioration de la qualité globale des repas de la restauration collective. Alors, il y a une question de la part d'Huguette dans le chat qui dit « Je suis choquée par le terme « alimenter les plus précaires ». Ça fait un peu alimenter les poulets en batterie. On pourrait dire que ça permet de permettre aux plus pauvres d'accéder au repas collectif. Bon, c'est peut-être une fin. Moi, je compléterais peut-être la chose en disant « Est-ce que finalement, il serait possible d'aller jusqu'au fait que les cantines elles-mêmes, donc les espaces de restauration des cantines, puissent ouvrir aussi en dehors de leurs heures. Est-ce que ça c'est des choses peut être une des options qu'on va regarder dans certaines cantines qui vont être testées? Oui, tout à fait. Ça existe. Hein. Pardon, Madame Boissonnet, je vous laisse la parole. Oui. Non, mais j'étais volontairement un peu... Mais c'est vrai que... Comme d'hab, Huguette. Non, mais alimenter les pauvres, c'est vrai que ça fait un peu quand même poulet en batterie. Mais si on réfléchit bien tous ensemble... globalement en France, si vous êtes cadre, vous avez des tickets restaurants. Si vous travaillez en entreprise, vous êtes fonctionnaire, vous avez d'office accès à un restaurant collectif pour bien vous nourrir au moins une fois par jour. Si vous êtes étudiant, vous avez accès à un repas, vous avez accès au restaurant pour les étudiants. Si vous vous déplacez, vous avez la prime à la gamelle. Si vous êtes vieux, on vous amène des repas à domicile. Si vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas faire à manger, vous avez accès à une cuisine collective. Si vous regardez, globalement, il y a une grande partie des Français qui ont des repas qui sont collectifs, plus ou moins collectifs, et qui sont en tous les cas financés, ou au moins
les charges, enfin, les tickets ne sont pas chargés. Donc, je veux dire que tous ensemble, on paye quelque part que l'accès à la cuisine collective avec des repas équilibrés qui ont été vus par des personnes, des médecins, enfin, voilà. Et finalement, les plus pauvres, eux, ils n'ont pas ça. Je veux dire, on ne peut pas dire que les plus pauvres ont accès à un restaurant d'entreprise RSA. Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si on changeait de braquet et qu'on transformait le truc et qu'on allait dans l'autre sens, on pourrait dire finalement, il reste une partie de la population, les très riches, qui ne veulent pas aller manger, et encore, ils vont très souvent au restaurant. Ils ont des grandes cuisines qui sont bien propres. Et il y a ceux qui voudraient bien cuisiner, qui savent cuisiner, qui sont en hôtel, qui n'ont pas de frigo et pas de quoi cuisiner, ou qui sont dans des tout petits appartements. Et nous, on le voit, ils ne peuvent pas cuisiner, c'est très petit. Ils n'ont pas de cave pour garder leurs conserves. Et puis ils n'ont pas accès. Finalement, ils n'ont pas accès à la restauration collective. Ils ont accès à de l'aide alimentaire, ils ont accès à des espèces de cartons dans lesquels il y a souvent des produits. Bon, là, on est en train d'écluser les chocolats de Noël, enfin, et puis les trucs d'apéro. Et finalement, c'est une injustice sociale. Parce que voilà, les populations précaires, elles n'ont pas accès à la cuisine collective. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial de renverser la vapeur comme vous le faites. Mais il faudrait l'accompagner par la parole. Il faudrait dire, c'est finalement de la justice sociale, l'accès à la cuisine collective pour les plus pauvres. Voilà. Merci Huguette. Il y a des réactions dans le chat, mais comme Fanny nous rappelle à l'ordre en nous disant gardez vos questions pour la fin, donc je garde les questions qui n'ont pas été répondues. D'accord, j'ai fait une mini réponse en disant ça existe en partie, mais c'est très faible en fait comme type d'initiative, donc ça gagnerait effectivement à être pas mal généralisé. Merci Sophie. Mais on gardez vos questions et on pourra échanger après, mais je voulais peut-être passer à la présentation d'après et donner la parole du coup à Hélène. Hélène Tavera du collectif 4C. Bon, alors, Quartier Libre, donc, à l'origine de Quartier Libre, donc, il y a ce collectif d'habitants qui s'est monté en association collégiale en 2015, 2014-2015, déclaré au JO. Et tous ces habitants du quartier, donc de la Goutte d'Or, qui est l'un des quartiers QPV, quartier politique de la ville, et l'un des plus vieux de Paris, sinon de France, je ne sais plus si c'est vrai ou pas. Et du coup, on s'est très vite orienté sur l'ouverture d'un espace à partager parce qu'on était veuve d'un lieu dans lequel on était vraiment accueillis. Et ça me fait écho à ce que disait Dialika tout à l'heure. Et c'est vrai que l'accueil pour nous, c'est très important. Et du coup, on a inauguré Quartier Libre le 20 septembre 2019, grâce aussi au budget participatif qu'on avait tenté 3 fois. Dès la première année, en 2015, 2016, puis 2017, on l'a eu. Et donc, Quartier Libre est né. Et donc, Quartier Libre, c'est un premier tiers-lieu, on va dire, qu'on a finalement, au fil de l'eau, on a trouvé que le tiers-lieu lui allait bien. Donc, c'est le premier tiers-lieu parisien dédié à l'alimentation. C'est un espace, alors je ne sais pas si vous voyez les photos, elles sont petites, mais c'est un espace à partager de 120 mètres carrés sur 3 niveaux. Vous voyez en haut, diapo du haut, qui est l'espace où un peu détente, où il y a justement un bac de livres, une petite bibliothèque pour enfants, et toute une bibliothèque dédiée à l'alimentation. Et juste à côté, on ne les voit pas, c'est notre bureau, là où je suis, d'où je vous parle. Et il y a ce ressource, il y a la Wi-Fi en accès libre. Au rez-de-chaussée, c'est là qu'on arrive, la porte d'entrée, là, jaune, c'est la cuisine des habitants. Et on entend habitants par l'idée de, un peu à la manière des urbanistes, c'est-à-dire des habitants, non pas que de la Goutte d'Or, mais habitants au sens habiter, investir un lieu. Donc les habitants, plutôt que de parler de bénéficiaires, de participants, on s'est dit que les habitants, ça nous allait bien, puisqu'ils vont investir Quartier Libre. Donc nous, notre capacité d'accueil, en fait, elle est, on peut venir, là vous avez un ensemble global, et puis dans le renfoncement, c'est l'autre diapo de droite que vous... eh bien, c'est la cuisine des habitants. Elle est munie de plusieurs plans de travail et de 2 fours.
Et là, peuvent venir cuisiner 6 ménages. Donc, nous sommes en relation et nous avons développé depuis peu une convention avec le SAMU social qui va assurer, notamment cet été, parce qu'on va partir en vacances, en tout cas je me le souhaite, d'assurer la permanence des cuisines, de la cuisine des habitants pour que les personnes, les ménages hébergés à l'hôtel puissent continuer de venir pendant l'été. Ce qui n'était pas le cas de l'année dernière parce qu'on avait dû fermer, mais on s'est organisé autrement. Et du coup, ça permet, cette convention qu'on a et ce partenariat permet aussi au SAMU social de suivre les hébergés aussi dans un autre lieu. Alors, vous voyez, au niveau inférieur, là, c'est la salle de resto et la cuisine des professionnels qui nous sert aussi au restaurant associatif et la salle de resto et puis qui est au même niveau au rez-de-chaussée bas, on dirait, eh bien, il y a un petit jardin et qui est mitoyen. On voit qu'il y a une grille sur la gauche que ouvrir pour un autre projet dont je vous parlerai plus tard. Mais dans cette cour, effectivement, on a un bac de composteur et nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 10h à 18h le soir et les week-ends selon les événements. Par exemple, ce week-end, c'était une cantine, il y a un projet avec une autre association avec laquelle nous étions partenaires, ça fait la 2e édition que l'on monte. C'était une cantine musicale, solidaire et nomade. Ça fait la 2e fois donc qu'elle vient ici. Donc, le concept, c'était qu'ils faisaient récupérer, ils ont parti récupérer des invendus au marché Barbès. Puis, finalement, avec ce qu'ils ont récolté et ce que l'on avait, nous, à Quartier Libre, on a mis en commun et on a préparé un repas à prix libre, par exemple. Et il y avait des musiciens qui organisaient un concert. Donc, c'était toute une journée à Quartier Libre et où, effectivement, les habitants de Quartier Libre pouvaient venir et s'impliquer dans ce projet, cet autre projet. Donc, pour revenir au rez-de-chaussée, dans la cuisine des habitants, qui est quand même le projet un petit peu phare, c'est cette cuisine qui permet donc à tous les hébergés en hôtel de venir. Mais et surtout, c'est que cuisine des habitants, l'idée, c'est que d'avoir un lieu comme ça, c'est que les frontières sont poreuses. On ne devient pas que habitant que de la cuisine des habitants. Finalement, visiblement, pour vous montrer qu'on vient, on glisse, on intègre parfois très vite la cuisine pro qui est en bas pour mettre la main à la pâte aussi à la gestion du lieu et notamment eh bien, au service des repas qui sont du restaurant associatif. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés, et notamment des hébergés, hein, qui préfèrent venir ici que de rester à l'hôtel. Il y a pas mal de femmes, et des fois des femmes qui arrivent avec leurs enfants, finalement peu d'hommes, mais ça arrive aussi parfois quand on les rencontre souvent quand les dames sont enceintes, et là, ils viennent mettre la main à la pâte aussi. Donc, Quartier Libre, pour résumer, en gros, c'est un lieu où cuisiner, sur rendez-vous, en accueil inconditionnel. Alors, l'accueil, c'est très important. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le premier contact qu'on a avec les personnes dès qu'elles franchissent. Nous, on est obligé d'aller ouvrir la porte, donc de leur souhaiter la bienvenue. Et donc, on vient ici à Quartier Libre en groupe. On peut cuisiner en groupe. Donc, il y a des ateliers culinaires. Et ce qu'on essaie de développer un maximum, c'est la cuisine commune, les cuisines collectives du Québec. Et ça, on expérimente encore un peu plus ce concept. Alors, on peut venir seul aussi. Donc, on a des îlots de cuisiner pour soi. Hein, donc, c'est le cas des hébergés à l'hôtel. Des îlots de cuisine individuels. Nous, on a vu que des créneaux de 2h30, ça convenait. Bon, des fois, ça déborde. Et on a vu qu'elles pouvaient cuisiner, ces personnes, entre 2 à 3 plats. Et la cuisine professionnelle permet aussi à des personnes, vous avez vu tout à l'heure deux dames qui étaient à l'origine aussi un peu du projet avec nous, qui ont développé le projet de la cuisine professionnelle. Ben, ça sert notamment, là, depuis peu, à des coopératives de jeunes majeurs, mais c'est surtout pour du démarrage d'activité. Ça sert à des cuisiniers, des traiteurs, à tous les métiers de bouche. C'est un lieu donc pour se détendre. Donc, on peut venir manger le midi au vendredi. Donc, je l'avais dit qu'il y avait
on fait café, donc on peut recevoir aussi, on a un bar, et on peut recevoir les gens tout au long de la journée. Et nous envisageons là, bientôt, dans un projet d'agriculture urbaine, de développer sur cette cour des bacs d'aromatiques qui serviront et d'observatoire en fait de la biodiversité et d'aromatiques pour comment dire, le restaurant. Donc c'est un lieu à partager et nous avons de la mise à disposition pour des fêtes de famille. Ce lieu est très accessible. Donc nous avons, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes effectivement en économie sociale et solidaire. Donc nous avons des activités marchandes en fait. Notamment, nous faisons de la prestation en louant les espaces à ceux qui le peuvent, hein, c'est très modique. On peut louer tout l'espace pour, par exemple, pour une famille, pour fêter, par exemple, un anniversaire, pour toute une après-midi, 5 heures, voire 6 heures, pour 60 €. Donc, ça reste vraiment très accessible. Et puis, nous organisons, comme Camusson samedi, des événements culturels de quartier et accueillons aussi des initiatives citoyennes. C'est-à-dire que nous avons privilégié le fait de ne pas avoir de programmation pour que les uns et les autres puissent arriver avec une proposition et si elles sont dans les valeurs du 4C, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elles ne se fassent pas. Si bien qu'on a eu des propositions de massage à prix libre, on travaille évidemment sur la transmission et l'échange de savoir. Et donc, il y a eu des cours de broderie, toutes sortes de choses depuis 2019. Alors, les objectifs généraux, on va dire, là, je vais reprendre, et notamment à l'aune de la lutte contre la précarité alimentaire. Dans cette perspective, en fait, Quartier Libre est un lieu ressource sur l'alimentation de façon générale. Et c'est un lieu où on favorise effectivement la mixité sociale. C'était vraiment quelque chose sur lequel on a vraiment travaillé beaucoup au tout début du projet. On s'était dit que s'il n'y avait que des gens qui nous ressemblaient, eh bien, on met toujours ça, on agite un petit peu cet épouvantail en disant que on arrêterait parce qu'on aurait échoué. Et donc, on favorise aussi, on souhaite favoriser avec, dans cette perspective-là toujours, l'interconnaissance entre les coopérations et les coopérations entre habitants et les acteurs associatifs et entre les acteurs associatifs et les habitants. C'est-à-dire que non seulement dans Quartier Libre, on s'y intègre, mais aussi parce qu'on est vraiment convaincu qu'on se sent mieux dans un quartier quand on s'y engage. Et du coup, ça permet à ceux qui viennent ici, aux habitants de Quartier Libre, d'une certaine manière, de s'engager d'une certaine manière aussi dans le quartier. Par exemple, les gens qui venaient cuisiner ou qui sont évidemment bénévoles, et participer, par exemple, ont participé à la fête de la Goutte d'Or qui a eu lieu le 3 et 4 juillet dernier. Ça veut dire que des gens qui étaient aussi un peu... donc, ça favorise évidemment, on lutte contre l'isolement des personnes, du coup. Et puis, du coup, on avait, avec le quartier, à chaque fois, chaque année, là, depuis, je dirais, 4-5 ans, on organise le catering des bénévoles. Et du coup, on fait passer des messages, et notamment celui de la démocratie alimentaire. Et donc, on encourage cette citoyenneté. Donc, en gros, on permet à tous ceux, en gros, de venir s'engager aussi dans le quartier. Et on a le 4C aussi, lors des premiers confinements, renoué avec une autre instance qui était en berne, un peu l'interassociatif de la Goutte d'Or. Et on a un peu organisé les choses autour d'une coordination pour lutter contre la précarité alimentaire avec la salle Saint-Bruno. Et du coup, on s'est rassemblés pour savoir un petit peu ce que les uns et les autres faisaient et comment on pouvait travailler ensemble. Si bien que des partenariats se sont formés. On ne se connaissait pas avec, par exemple, Solidarité Saint-Bernard. On a travaillé avec eux. Ils sont venus. On est resté ouvert pendant tout le confinement, les premiers et le deuxième, pour pouvoir justement accueillir des personnes qui voulaient faire des distributions et des maraudes. Et aussi, bon, le côté plus, je dirais, plus culture et plus culturel, parce qu'effectivement, on est dans la défense des droits culturels. Et donc, du coup, on promeut aussi les diversités culturelles, et notamment celle des patrimoines alimentaires d'ici et d'ailleurs. On travaille aussi, on a l'envie de travailler sur un livre de recettes, mais
on travaille aussi, on organise des visites de quartier autour de l'alimentation de l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. On travaille notamment avec une autre asso qui est aussi un équipement de la ville de Paris qui s'appelle l'Institut des cultures d'Islam, pour lequel on organise des ateliers culinaires thématiques, mais aussi des visites gustatives. Et donc, comme on l'avait dit, comme l'avait dit Dialika aussi, c'est vrai que nous, dans le 18e et notamment à la Goutte d'Or, il y a un certain nombre, enfin pour dire vraiment beaucoup d'hôtels sociaux. Et donc, accueillir vraiment les habitants, les futurs habitants de Quartier Libre, c'est très important pour nous de prendre le temps de la rencontre, parce que c'est vrai, et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a vraiment bataillé pour faire comprendre ça, que rencontrer les gens, et dans ce souci aussi de fidélisation derrière, c'est d'avoir un vrai contact avec les personnes que l'on rencontre. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, nous ne sommes que des habitants du quartier de la Goutte d'Or, même si certains ont des parcours qui ont été des travailleurs sociaux dans leur trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes entre pairs. Et puis, notre mission aussi, pour lutter contre la précarité, c'est aussi d'accompagner les personnes au changement de comportement, en encourageant les bonnes pratiques qui préservent le capital santé des uns et des autres. Enfin, on essaie d'apporter de l'information. Et puis, grâce au restaurant, on essaie de faire connaître des aliments que d'autres n'ont pas l'habitude de consommer, justement, quand ils viennent aider. Et c'est là qu'on arrive en confiance à faire goûter des choses vers lesquelles forcément. Et effectivement, aussi, on a ce discours sur les 3 repas que l'on propose lors du restaurant associatif. C'est vraiment l'idée de consommer moins de viande. Donc, on a toujours un des jours, on ne le dit jamais, c'est qu'on impose un menu végétarien. Mais sur les 2 autres, il y a toujours une proposition végétarienne. Nous consommons de la viande halal, nous l'achetons au boucher qui est juste à côté, c'est nos voisins. Nous avons décidé de travailler en écosystème aussi de proximité, et nous leur demandons en revanche d'avoir des viandes de qualité. Et évidemment, on privilégie un peu les légumineuses dans nos plats, à chaque fois dans les végétariens. Alors là, vous avez les actions un peu du 4C, ce qu'on peut proposer. Par exemple, là, il y a une dame, là, Rokhaya, qui est aussi une dame hébergée à l'hôtel, et qui, justement, était là lors d'une journée sénégalaise, avait dispensé un atelier culinaire ensemble, et c'était un atelier participatif. Tout le monde avait acheté de quoi faire cet atelier, et tout le monde avait pu partager le repas. Par exemple, là, l'atelier nutrition, là, c'est encore une autre structure qui nous a demandé, et ça c'était de la Presta par exemple, de travailler sur le sucre. Donc, on a travaillé sur le sucre, et évidemment, on participe à l'animation locale. Je vous l'avais parlé tout à l'heure, mais la soupe aux cailloux qui nous a fait connaître, dans lequel cette animation, on travaille le don contre don, c'est-à-dire qu'on apporte un légume et on reçoit un bol de soupe et on fait la soupe ensemble. Et là, vous voyez notre triporteur qui nous a permis, avec lequel on… Pardon ? C'est infernal. Ah bon ? Pardon ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, c'est parce qu'il y a des contraintes de son pour certains, mais c'est pas ta faute, Hélène. Ah bon, pardon. Oui, non, vas-y, continue. Alors, par contre, on va bientôt devoir finir. Excusez-moi, ça m'a décontenancé. Bref, bon, là, vous voyez donc des animations locales comme la fête de la Goutte d'Or ou la soupe aux cailloux, quand on va sur l'espace public pour rencontrer effectivement le public aussi. C'est vrai ça nous a permis de mieux cerner un petit peu les attentes des uns et des autres quant à ce lieu. Et effectivement, on fait de l'action culturelle. Parfois, des gens ont envie de faire des concerts, on y va. Et des conférences. Il y a eu des conférences autour du don notamment. Et là, vous avez la gamme de prix et les menus qu'on peut faire à Quartier Libre. Donc là, c'était hachis parmentier salade, mais il y avait hachis parmentier légumes. En fait, vous voyez, notre plat complet, c'est 12 €. Et puis, le café associatif du mardi au vendredi. Et puis, un autre projet, enfin, quelque chose sur lequel on commence à travailler, c'est un projet d'agriculture urbaine en cœur lillois HLM par Habitat. C'est notre bailleur social. Donc, ce projet a été initié un petit peu avec 3 étudiants diplômés et un professeur, Louis Lopez de l'école Paris-Villette, l'école d'archi de Paris-Villette. On est en pourparlers pour
justement développer toute une action autour de cet îlot qui est assez grand, en fait, qui est mitoyen du petit jardin que vous avez vu. Et là, ça va faire l'office de préfiguration. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec les personnes qui viennent aussi à Quartier Libre, mais les autres aussi du quartier, parce que cet îlot est peu fréquenté. C'est vraiment un havre de paix que personne n'utilise. Et donc, on s'est dit que nous, on voulait l'ouvrir au plus grand nombre. C'est toujours un problème, les espaces verts dans la ville. À la Goutte d'Or, il y a très peu d'espaces verts. Et donc, pour nous, c'est aussi l'idée d'expérimenter la culture d'espèces végétales en bac permaculture dans un but pédagogique, parce qu'il y a des écoles qui nous ont demandé, les écoles du quartier qui nous ont demandé de travailler avec nous. Et donc, c'était aussi parce que notre cours, il y a ce coin, la photo qui était assez jolie, mais il y a un coin où effectivement qui est moins joli, pour ainsi dire, et qu'on voudrait vraiment le rendre plus esthétique parce qu'il y a des problématiques en, en, en îlot HLM, en tout cas de mésusage. Et donc, l'idée pour nous de faire quelque chose de très beau et que partager et vraiment de rendre ouvert ce lieu et plus largement le cœur d'îlot qui est mitoyen à la cour d'une autre, eh bien, c'était aussi faire en sorte que tout le monde, de rendre accessible aussi, une fois de plus, eh bien, le rendre accès aux comestibles, à une alimentation, en tout cas, pour nous, c'était l'idée d'expérimenter, et peut-être AgroParisTech pourra nous aider là-dessus, parce qu'on cherche des essences qui pourront pousser dans cet îlot. C'est pas facile parce qu'il est assez ombragé, très encaissé entre des barres d'immeubles. Mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment, encore une fois, de continuer ce qu'on fait grâce au tiers-lieu quartier libre. C'est toujours évidemment lutter contre l'isolement, développer davantage le pouvoir d'agir des habitants et de favoriser l'autogestion et d'en développer encore toujours plus de sociabilité et de socialisation pour celles et ceux qui le fréquentent. Et c'est surtout ce qu'on a vu, en tout cas, depuis, c'est que la communauté, enfin, on parle de communauté, je dis communauté, mais je ne pourrais pas dire ça, mais on essaie de développer vraiment un réseau d'entraide. Et par ce biais-là, en tout cas, d'accéder à des bacs de culture et alimentaire, en tout cas, ce qu'on pourra faire pousser, c'est sûr que ce sera pour nous une idée aussi de développer un petit peu plus d'autonomie alimentaire, notamment sur des essences qui pourraient, si jamais on à faire pousser des essences exotiques, on le souhaite, eh bien, on ne sait pas si ça va pousser, mais en tout cas, on va essayer. Il y a des gens, il y a des personnes qui fréquentent Quartier Libre, qui sont hébergées à l'hôtel, qui étaient d'anciens agriculteurs, qui veulent bien s'y coller aussi. Mais moi, j'avoue, n'y connaître rien, mais en agriculture ni en permaculture, j'espère qu'on trouvera beaucoup d'aide sur le point. Je sais que Reine de Jardin n'est pas loin, Laurence qui nous écoute est là aussi. On est bien entouré. En tout cas, il y a pas mal de gens qui font déjà de l'agriculture urbaine dans le quartier et même quartier mitoyen qui nous aideront. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous repasse la parole. Merci Hélène. Merci Hélène. On va peut-être on va peut-être passer la parole tout de suite à Rateleur et puis on reviendra peut-être sur vos deux interventions. Qu'est-ce que tu en penses Oui, très Fanny? bien, parce que là, on a voilà. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Ben, déjà, merci de m'avoir invité. Donc, juste rapidement, pour vous expliquer d'où je parle, en fait, les Rateleurs, donc c'est une petite association qui est située donc à Sainte-Foy-la-Grande, donc c'est en Gironde, et bénévole des Rateleurs, et je travaille dans un autre petit bureau d'études qui est très en lien du coup avec l'association, et on monte pas mal de projets ensemble, donc voilà, je connais un peu. Et du coup, parmi ce que fait les Rateleurs, donc cette association, il y a cette idée de développer des projets de cuisine collective. Pour revenir du coup juste voilà, la localisation et les photos, c'est pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc c'est vraiment un paysage quand même plutôt rural et très viticole. Et oui, la diapo d'après, ouais, du type de territoire que c'est. Effectivement, donc
Je vais vous parler de 2 endroits. Donc Sainte-Foy-la-Grande, c'est vraiment la commune centrale du Pays Foyen. Et le Pays Foyen, donc c'est une communauté de communes. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez petit, c'est-à-dire que c'est environ 17 000 habitants. Donc on est sur des populations qui sont beaucoup plus faibles que là, ce qui a pu être évoqué par exemple sur des quartiers, par exemple parisiens. Et voilà, donc c'est un territoire finalement qui est assez pauvre. Donc dans Sainte-Foy-la-Grande, c'est voilà, un taux de pauvreté qui est supérieur à 40%. Celui du Pays Foyen, donc est un peu plus faible, mais de 21%, avec donc la moyenne nationale, c'est 14%. Et après, bon, je vous passe tous les indicateurs. Mais donc, on est voilà, sur un territoire qui, juste Sainte-Foy-la-Grande, c'est l'intégralité d'un QPV. Donc, en fait, on est quand même sur un territoire plutôt pauvre. Il y a en 2015, les Rattlers, ça a été créé en 2016. En 2015, il y a eu l'idée de faire voilà, une sorte de diagnostic via un porte-à-porte sur une grande partie des logements de Sainte-Foy-la-Grande que vous voyez en bleu. Donc c'est Sainte-Foy-la-Grande, donc c'est assez petit en termes de surface. Et ce qui avait été montré, c'est que en fait les gens, les besoins qu'ils faisaient ou leurs envies, ce qui faisait ressortir, c'était l'idée que notamment ils voulaient disposer de lieux adaptés pour pouvoir cuisiner, c'est-à-dire qu'ils voulaient être par eux-mêmes, donc que ça soit autant sur du jardinage que de la cuisine. Effectivement, quand vous regardez le taux de logement insalubre, par exemple, sur la commune, c'est assez... Alors, ça va être des petits logements où il n'y a pas du tout d'espace pour cuisiner. Donc, en gros, la genèse du projet des Rattlers, c'est parti de là, de se dire, il y a plusieurs envies, mais notamment cette idée d'avoir des lieux. Et parallèlement, l'autre point, c'était... Oui, c'est pas grave, les diapos, je raconte, et puis de toute façon, je sais pas, à tout moment, ça peut couper. Mais oui, en fait, l'idée voilà, des Rattlers, c'était cette envie-là, et en même temps, et ça a été un peu évoqué par d'autres personnes dans les interventions, l'idée que sur le territoire, il existait déjà des équipements qui étaient sous-utilisés, notamment les équipements publics. Donc, les collèges, les cantines de collège, les cantines d'école maternelle, enfin, alors pas toujours, mais primaire. Et l'idée, c'était de se dire, bon, on est sur un territoire un peu pauvre qui ne peut pas forcément investir, et notamment l'association ne voulait pas forcément investir tout de suite dans un nouveau lieu, voilà, où il n'y avait pas forcément l'investissement pour, mais plutôt de réinvestir ce qui était déjà existant sur le territoire. Donc voilà, donc on parlait, c'est pour ça que voilà, l'idée d'un tiers-lieu nourricier est née, parce que c'était à la fois l'idée d'investir ces cuisines de restauration collective sur le territoire, de faire le lien à la fois avec les habitants et ce besoin, et les petits producteurs. Si c'est possible, du coup, de passer la diapo d'après. Donc, juste pour vous donner une idée, là, c'est le Pays Foyen. Et actuellement, il y a plusieurs conventions qui sont passées avec différents équipements de public. Donc, on a notamment une cuisine pédagogique dans un collège qui est là, vous voyez, à Port-Sainte-Foy, qui est plus au nord du Pays Foyen. Il y a aussi des conventions avec... un établissement pour personnes âgées, il y a aussi avec un centre de vacances, donc c'est des petites communes, hein, donc voilà, c'est les ateliers qui vont être organisés dans ces espaces-là, ça va être, parce que j'ai entendu la question tout à l'heure, c'est plutôt 10 personnes, donc on n'est pas sur des conventionnements qui permettent pour l'instant une accessibilité à tous les habitants du territoire. Et d'ailleurs, c'est à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de temps. Pour l'instant, les conventions, elles sont faites telles que on peut investir les cuisines uniquement pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire qu'il y a un temps identifié facilement pour les gérants de cuisine, ou que ce soit les directeurs ou directrices de ces établissements publics, comme étant le moment où les cuisines ne servent pas du tout. Évidemment qu'on pourrait travailler les conventionnements les conventions pour qu'on puisse investir à d'autres heures de la journée ou pendant le week-end. Voilà. Pour l'instant, c'est du coup une quinzaine de jours sur l'année, donc c'est très petit en fait, mais on sait très bien qu'on pourrait encore optimiser cette mutualisation. Donc voilà.
Et si on peut passer, voilà, la prochaine diapo, là, c'était juste pour donner, mais je veux bien la diapo encore d'après, si c'est possible. Ce qui était pour faire le lieu, donc avant là c'était un peu les lieux de transformation où avaient lieu les ateliers cuisine. Donc pour l'instant c'est très, voilà, il faut s'inscrire sur des listes avec l'idée qu'à terme en fait tous les habitants pourraient en bénéficier et ça serait beaucoup plus simple. Et en termes juste d'approvisionnement, il y a notamment un travail avec 2 producteurs et donc vous voyez en fait c'est du extrêmement local, c'est-à-dire que de Sainte-Foy-la-Grande on est un producteur qui est à 5 km et l'autre. Donc, c'est même un chantier d'insertion qui est à 13 km. Et donc, voilà, qui permettent justement cet approvisionnement. Et il faut savoir qu'en plus de ça, il y a un approvisionnement pour l'épicerie sèche, notamment tout ce qui est farine, pois chiches, les ateliers de Sainte-Foy-la-Grande. Et en plus, il y a parfois des dons particuliers et aussi quelque chose qui se fait, c'est du glanage, sachant que parfois les ateliers qui sont organisés sont faits en partenariat, enfin sont faits avec du glanage. C'est-à-dire que par exemple, on va glaner, je ne sais pas, des poires et ensuite la cuisine va porter autour de la fabrication d'une. Et si on peut revenir à la diapo d'avant avec les photos. Donc, pour vous donner un peu vraiment les 2 grands types d'ateliers qui sont organisés, donc les 2 diapos du dessus voilà, montrent justement des photos dans la cuisine. Donc, c'est Port Sainte-Foy, c'est pas Sainte-Foy-la-Grande, mais c'est juste à côté. Donc là, c'est vraiment des ateliers thématiques où les habitants et c'est un groupe assez restreint en fait de 10 personnes et c'est souvent les mêmes personnes qui sont assez fidélisées sur l'organisation de ces ateliers qui proposent des thématiques et on organise aussi des ateliers de cuisine de rue. La différence c'est voilà, donc là c'est dans l'espace public. Donc, l'idée d'organiser ce 2 types, on voit qu'on ne touche pas forcément les mêmes personnes et notamment quand on veut toucher les personnes un peu plus vulnérables, finalement c'est vraiment via les ateliers de cuisine de rue qu'on arrive à faire ça. Et moins via les ateliers du cuisine du collège. Bon, désolée, donc je relance pas, voilà, j'aurais d'autres choses à dire et désolée, c'était un peu décousu ce que j'ai raconté, mais avec les coupures, c'était pas très facile et du coup, comme je vois le temps, enfin, s'il y a d'autres questions, c'est plus simple de faire le chat ou voilà, mais je m'arrête là si c'est OK, que ça fait pas trop court et trop bâclé comme présentation. N'hésitez pas, si vous avez aussi des remarques, des éléments à nous apporter, des réflexions sur peut-être des travaux qu'on pourrait mener tous ensemble. On a bien vu qu'il y avait aussi des questions d'approvisionnement, de logistique aussi liées à ces approvisionnements. Donc voilà, ça peut être aussi, si vous pensez que ce sujet des cuisines collectives nécessite aussi d'avoir peut-être un autre temps, donc peut-être en présentiel, si... Bon, voilà, on verra. Parce que c'est toujours quand même différent quand on se retrouve ensemble, on réfléchit en face, mais ça peut être aussi le sujet d'une autre rencontre, peut-être plus pratico-pratique, pour vraiment savoir comment peut-être favoriser l'accès à ces espaces-là pour tous. Donc voilà, n'hésitez pas, on est aussi preneur de remarques, de conseils pour continuer à aborder ces sujets-là avec vous. Et en tout cas, toutes les présentations étaient très enrichissantes. Donc, Christine, je te laisse peut-être. D'abord, moi, ce que j'ai remarqué, c'est 3 grands points. D'abord, les publics. Les publics qui sont visés, d'abord, ce sont souvent des femmes, pas que, mais souvent. Et ils peuvent être, ça peut être des personnes qui sont vraiment en précarité alimentaire elles-mêmes ou ça peut être des personnes plus en mixité selon les projets. On a vu ça dans plusieurs des présentations qui ont été faites. Les cuisines elles-mêmes, alors je trouve que finalement, dans les présentations qu'on a vues, on retrouve les 3 volets de la typologie que Julia nous a présentée. On trouve à la fois des projets où la cuisine collective a vraiment une vocation alimentaire, voilà, faire de la cuisine pour soi-même, type Palais de la Femme, hein, mais aussi des vocations sociales, voire des vocations individuelles, pouvoir louer pas cher un local pour faire des fêtes, des événements culturels, etc. Et finalement, ce qui me frappe, c'est le côté très multifonctionnel. Hein. Et dans tous les projets, on a bien sûr l'alimentation qui est au centre, mais pas que, et ça va vraiment de pair avec
le lien social, avec la reconnaissance quelque part. Hein. Vous avez beaucoup parlé d'accueil des personnes. Je trouve que c'est super important. Et avec aussi finalement des lieux où on apprend des choses, où on apprend à cuisiner, où peut-être on peut peut-être être sur un début de capacitation, enfin de formation presque professionnelle. En termes d'équipement, on voit bien deux catégories d'équipements. Des équipements publics qu'on essaye de mieux valoriser, parce qu'ils sont là, qui sont de bonne qualité, qui sont voilà, sous-utilisés pour partie, et donc en partie avec le personnel qui va avec, donc qui est qualifié, etc., dans le cadre des cantines responsables, ou en utilisant ce matériel dans le cadre de l'association pour les rateleurs, si j'ai bien compris. Et puis, on peut avoir aussi des cuisines qui sont mises à disposition par l'association, comme dans la plupart des autres cas hein, qui ont été présentés. Donc ça aussi, c'est important parce que finalement, ça veut dire que si on veut lancer des projets comme ça, il y a quand même peut-être une première réflexion à avoir, c'est est-ce qu'on s'équipe ou est-ce qu'on ne s'équipe pas, ou est-ce qu'il y a des choses à aller voir ailleurs. Ensuite, en termes d'approvisionnement, c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur, forcément dans le réseau agriculture urbaine et précarité alimentaire, mais je vois que là aussi, il y a une grande diversité et il y a des tas d'idées à creuser. Alors, diversité, parce que ça peut être l'approvisionnement classique des cantines, comme dans le cas des cantines responsables, ça peut être des invendus ou des achats, dans le cas en particulier de la cocotte solidaire, ça peut être des liens possibles qui ont existé avec l'agriculture locale. C'est notamment le Palais de la Femme qui nous a fait part de cette possibilité. Peut-être de l'autoproduction, alors quand on est en milieu urbain dense, forcément c'est pas très simple, mais on peut quand même en faire un petit peu. Et je pense que là, derrière ces approvisionnements, et puis on nous a parlé de glanage aussi, et ça c'est très très important. Revenir sur le glanage, donc la récupération hein, des non récoltés dans le cas de l'agriculture, voire des non vendus dans le cas des marchés. Hein, c'est des choses qui sont aussi à remettre à l'ordre du jour. Voilà, toutes ces questions de l'approvisionnement sont aussi des questions, je trouve, qui interrogent fortement au moment où les collectivités sont en train de relancer à l'échelle locale les états généraux de l'alimentation, par exemple. Pour ne citer que des choses très proches, Paris, Montreuil sont en train de se lancer sur des réflexions fortes là-dessus. Voilà, donc clairement, nous, par rapport à l'agriculture urbaine, l'autoproduction nous intéresse en particulier. Et je vois que là, il y a Anne de Rosny Potager qui parle des 5 potagers collectifs bio dans 3 quartiers prioritaires. Voilà, donc, il y a des choses à faire autour du jardinage collectif et de sa transformation, mais on voit bien tout le potentiel inconsidérable que représentent ces lieux de transformation, à la fois bien sûr en termes alimentaires, mais aussi en termes de lien social, finalement, quelque part de renaissance des gens, hein, notamment dans des cas de grandes difficultés. Voilà, donc moi, je crois qu'on n'a effectivement pas fait le tour, loin de là, mais qu'on a commencé et qu'on voit bien qu'il y a une énorme richesse, finalement, à échanger des expériences entre nous. Hein. Et alors, je voulais juste vous dire que on avait prévu une autre session autour de la mobilisation des publics dans ces liens avec la transformation, enfin, entre agriculture urbaine et précarité alimentaire. Comment peut-on mobiliser les publics? Vous avez déjà donné des tas d'éléments, hein, mais là aussi, on verra si c'est possible, si c'est possible de refaire une séance oui, voilà, une séance qui permette d'extrapoler un petit peu les résultats qu'on a eus cet après-midi. Voilà, je ne sais pas ce que... Moi, je trouve ça extrêmement riche et je trouve qu'on a vraiment tous intérêt à mieux connaître nos diverses tentatives de lier justement l'agriculture, l'alimentation, mais surtout avec, hein, si possible, les populations en question, les populations précaires en question. Voilà. Fanny, Julia, je vous redonne la main. Julia, tu veux dire quelque chose ou... Oui, je voulais remercier les intervenants, mais aussi les participants. Et effectivement, dire que nous, on est à votre écoute aussi. Si vous voulez réagir, nous envoyer des références, etc., on essaiera de capitaliser, mutualiser. Et pour ce qui concerne ces séminaires, on les mettra en ligne.
On demandera bien évidemment votre autorisation mais aux intervenants pour partager les présentations et les vidéos. Mais l'idée, c'est vraiment de les rendre disponibles, capitaliser et continuer à discuter avec vous sur ces questions. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Et voilà, c'est le début en espérant d'être bientôt en présentiel et pouvoir profiter et échanger ensemble. Voilà, si tout va bien, Fanny, on fait un autre séminaire fin octobre, quelque chose comme ça? Oui, un deuxième séminaire, comme tu l'as dit, sur la mobilisation des populations en octobre et avec l'idée de faire un peu une journée en espérant en présentiel plutôt en décembre pour continuer à discuter sur ces sujets. Donc, si vous avez aussi des suggestions par rapport à les sujets que peut-être on peut aborder lors de la journée qu'on envisage en décembre, n'hésitez pas voilà, à nous les faire parvenir. Je pense que du coup, c'est voilà, le mot de la fin. Du coup, on a un petit peu débordé, mais c'était tellement riche qu'on aurait envie de continuer plus longtemps. Merci à tous, toutes et tous. Merci pour vos interventions. Vraiment, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses et on a bien vu la diversité. Donc, avec Julia et Christine, on va travailler. Donc, on va faire un petit montage vidéo. On va travailler aussi sur vraiment 2 pages de compte rendu. L'idée, c'est vraiment d'avoir les points saillants de ce qui a été dit pendant ces 2h15. Et puis, on vous tiendra au courant aussi sur le prochain séminaire qu'on organisera, à voir voilà, si ça sera encore en distanciel ou en présentiel. On essaiera au moins de faire un format hybride pour que ça convienne à tous. Et donc, voilà, on vous souhaite aussi un très bel été. Profitez et du coup, à très bientôt.